professeur à Schema, mais ce qui est plus intéressant pour vous, c'est de savoir que depuis maintenant une quinzaine d'années, presque une vingtaine d'années, je réfléchis à tout ce qui tourne autour des projets et leur contribution pour le développement des entreprises, le développement économique. Donc, j'ai pas du tout envie de vous dire que je fais de la gestion de projet, même si par ailleurs ça peut m'arriver de l'enseigner. Mais avec mes clients entreprises, avec mes étudiants, les auditeurs professionnels ou pas, on réfléchit beaucoup plus à la façon dont les nouveaux modes de management et de pilotage et de fonctionnement qui sont liés au projet amènent des questions nouvelles au sein de l'entreprise. Et je veux profiter de ces quelques minutes justement pour partager avec vous des questionnements dans lesquels je suis depuis quelques mois, un peu plus maintenant, et je ne vais pas vous apporter de réponse, ça vous vous en doutiez, je suis académique donc je n'ai pas beaucoup de réponses, mais je vous propose de mettre en perspective quelques questions. Le témoignage qui a été fait par Corinne tout à l'heure parlait de structure hiérarchique, d'aplatir un petit peu tout cela, de détecter du talent ou de l'émotion, d'être dans le sens. Et moi je voulais échanger avec vous sur deux points clés, notamment un point qui est lié à la raison d'être des entreprises et un deuxième point qui est lié au mode de structuration de nos entreprises dans le monde, pour vous dire qu'on est un peu bousculé dans le champ académique. On est plus que bousculé, on est en train de vivre une révolution un peu inaudible, voire muette. C'est pas forcément très relayé par les médias, mais ce qui s'est passé ces 15 dernières années dans notre monde, avec les réseaux sociaux, le web 2.0, les nouveaux modes de management et les organisations orientées projet, ça bouscule énormément ce que l'on sait. Un premier point de départ, il y a quelque chose qui est ancré dans mon histoire à moi et dans celle de l'économie mondiale, notamment d'un tout premier ouvrage qui est considéré comme le premier ouvrage de stratégie en 1965, de stratégie d'entreprise, j'entends évidemment pas de stratégie militaire. C'est un ouvrage d'Ansoff qui d'ailleurs a fait date et qui aujourd'hui est toujours considéré comme une base fondamentale, dans lequel il décrit le fait qu'une entreprise, un entrepreneur, un dirigeant, a finalement plusieurs enjeux. Il y a plusieurs défis qui lui sont donnés et ces défis ne sont pas les mêmes. Il avait à ce moment-là décrit une matrice que vous connaissez pour ceux qui sont passés dans les écoles de commerce et peut-être pour d'autres aussi, une matrice dans laquelle il essaye de décrire quelles sont les différentes stratégies au sein d'une entreprise. Et je prends juste deux axes, en tout cas deux extrêmes de cette matrice. À une extrême, il explique qu'une entreprise, son rôle, c'est de mieux pénétrer les marchés. En gros, si on simplifie, c'est de mieux faire ce que l'on sait déjà faire. C'est la première jambe des entreprises. Et il décrit aussi le fait qu'une entreprise et un entrepreneur et les dirigeants, et tout le corps social bien sûr, a un autre défi, c'est d'aller étendre ses produits ou ses marchés, ou même pire que cela, combiner les deux et de se diversifier. C'est un deuxième défi, l'idée c'est de faire des choses que l'on ne sait pas faire ou que l'on ne savait pas faire. À partir de là, on a la base de tout ce qui est le champ disciplinaire du management de projet. Nos entreprises et nos organisations, ce n'est pas uniquement quelque chose qui est lié au monde des entreprises privées, les organisations, les associations, les organisations non gouvernementales, on marche forcément sur deux jambes. Ce n'est pas un choix. On ne fait pas ou de la répétition de ce qu'on sait faire ou de l'innovation, on marche sur deux jambes. Pour vivre et survivre, une entreprise doit être capable d'opérer et de faire des choses qu'elle sait déjà faire. Elle va générer une rentabilité à court terme. Et pour être capable de survivre, si elle le souhaite, si elle le peut, elle devra être capable de se doter de compétences nouvelles et de développer des capacités qu'elle n'avait pas. Ça, c'est un point de départ qui pose question. Parce que si on regarde la théorie des organisations, si on regarde le champ du management, qui est une science jeune, elle a à peine 70 ans au niveau mondial. N'oublions pas que dans les années 65, il n'y avait pas de sciences de gestion en France. Il n'y avait que de l'économie. Une question s'est posée quand on regarde très sérieusement ce qui s'est passé pendant le XXe siècle. Pendant le XXe siècle, donc le siècle du développement des sciences de gestion et des pratiques de la gestion des organisations, on s'est attaqué à la première jambe. Et là, très très sérieusement. Comment on refait mieux ce que l'on sait faire? J'en ai parlé quelques fois, ça m'a beaucoup perturbé quand j'ai observé les écrits économiques. Il semblerait que tout le XXe siècle doive remercier d'ailleurs les découvertes que les praticiens en fait sur le terrain et les théoriciens ont modélisées. Il semblerait que les 5 à 7% de croissance mondiale qu'on a eu pendant le XXe siècle, qui a généré la richesse mondiale, proviennent de ces capacités à générer de la productivité, mieux faire ce que l'on savait déjà faire. Et la fin du XXe siècle, c'est un nouveau type de questionnement qui s'est accéléré. Pour mieux comprendre ce nouveau type de questionnement,
je vais revenir à quelqu'un qui n'est pas très loin de ce dont tu nous as parlé, Serge, pas Schumpeter, même si Schumpeter est au centre de toutes ces questions-là. C'est Ronald Coase. En 1937, Coase écrit un bouquin qui s'appelle L'origine de la firme, et il essaye de découvrir pourquoi on a créé des systèmes d'entreprise. D'où provient l'entreprise moderne? L'économie de marché, on vit dedans depuis des millénaires. L'entreprise moderne telle que nous la connaissons et nous la vivons, elle existe, on pense que ça remonte aux années 1760, 1750, ça vient du XVIIIe siècle. C'est-à-dire l'idée de construire des contrats, de définir des contrats qui vont permettre de mettre des limites à une entreprise et aux salariés qui travaillent pour cette entreprise. Et de définir d'autres contrats qui vont délimiter les relations que l'on a avec notre environnement, nos fournisseurs, nos partenaires, nos fusionneurs, nos clients. Ça provient de l'entreprise moderne. On ne faisait pas du tout comme ça il y a 4 siècles, 8 siècles, 10 siècles. L'économie de marché, c'était cela, l'économie de marché. Je vais interagir avec mon marché, c'est-à-dire tous les gens autour de moi. Et l'entreprise moderne, elle est construite sur cette idée. Cette idée que, alors je ne suis pas là pour vous faire un cours, je m'en excuse, mais c'est quand même un tout petit peu intéressant. Et ça a donné naissance à un prix Nobel, cette idée que c'est utile de construire l'entreprise moderne et de définir des contrats parce que notre économie est transactionnelle. Et quand on échange ensemble, il y a 3 grands types de coûts qui posent problème. Les coûts de recherche d'information, ou de recherche de clients, d'accord, les coûts de négociation et les coûts de contrôle et de surveillance, pour s'assurer que tout ce qu'on fait est correct. Et, d'après ce que nous explique Coase et après Williamson, l'entreprise moderne nous permet de faire baisser ses coûts, nous assurer qu'ils sont les plus bas, si on construit des formes de contrats relationnels, enfin c'est des contrats factuels, et si l'on délimite un contour à l'entreprise, telle qu'on la connaît aujourd'hui. En 2006, Tapscott et Williams sortent un bouquin qui s'appelle Wikinomics, qui a fait parler de lui, c'est un best-seller, dans lequel ils disent « Aujourd'hui, des choses ont changé. Les réseaux sociaux, l'économie mondiale, la communication et la technologie ont bouleversé le champ même de ce qu'est l'entreprise moderne. Il coûte moins cher, si on regarde ses coûts de transaction, d'aller sur le marché que de construire une structure d'entreprise. Certains vont un peu plus loin en considérant que le XXIe siècle sonnera la fin de l'entreprise moderne telle qu'elle est. C'est pas vrai parce que de tout temps, le mot entreprise a servi à autre chose. C'était de se mettre ensemble pour atteindre un objectif. Mais l'entreprise moderne telle que je vous la décrivais il y a quelques minutes, qui est née à la fin du XVIIIe siècle, elle est mise face à ces contradictions. Ça coûte plus cher aujourd'hui d'embaucher, dans certaines entreprises en tout cas, encore. Ça coûte plus cher d'aller se constituer un département marketing qui sera moins bon pour définir mon prévisionnel que le marché. Ça me coûtera plus cher de construire un labo de R&D avec mes spécialistes chimistes, ça c'est Colgate qui nous l'apprend. Ça me coûte plus cher d'aller les constituer, alors même qu'ils mettent 2 ans à ne pas trouver une formule qui en moins d'1 heure est trouvée quand je vais demander au marché. C'est des vieux exemples qu'on connaît tous du Web 2.0. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça pose des questions qui sont plus graves. De toute évidence, l'entreprise ne va pas mourir, mais elle va devoir se redéfinir. C'est ce qu'il nous explique. Et en gros, se redéfinir parce que la relation ne peut plus se limiter à une relation contractuelle. L'intitulé de ce que je suis censé aborder avec vous, c'est la rente relationnelle. La relation qui était bien cadrée grâce au contrat, et à tous ces contrats que l'on a, est mise à mal parce qu'elle doit être construite sur du sens, de l'interaction, et que les contrats tels qu'on les définit ne sont pas en mesure de nous assurer la performance. Je voudrais finir avec un deuxième grand champ de questionnement qui nous bouscule tous. 2 champs, vous vous souvenez? Probablement que l'économie transactionnelle construite sur des contrats, elle permet bien d'optimiser et de refaire ce que l'on sait faire. Mais comment on fait pour survivre demain? Ça, c'est le champ des projets, c'est mon monde à moi. Comment on fait demain pour capter les nouveaux marchés, pour se diversifier, pour ne pas avoir ce que l'on a toujours aujourd'hui, c'est-à-dire un projet sur 5 qui ne délivre pas ce que l'on souhaitait, malgré les millions qui sont... Je le redis aussi avec grand plaisir, 20% de l'économie mondiale, 20% du PIB mondial, c'est des projets, c'est-à-dire des choses qu'on ne faisait pas les années qui précédaient. Donc l'enjeu est fort, il n'est pas que pour vous qui avez peut-être compris avant d'autres l'enjeu du relationnel, il est fort. Je finis sur un point. Comment on innove, comment on change? Moi j'en sais rien, c'est juste 2-3 trucs, il y a des questions à se poser. Michel Crozier, qui est un de nos plus beaux sociologues du XXe siècle, il est mort il y a quelques années, Michel Crozier avait déjà assez fortement battu en brèche les fonctionnements de l'organisation bureaucratique. Il ne faut pas s'en moquer de l'organisation bureaucratique. C'est elle qui a permis, à côté de l'économie de transaction, qui vous a tous permis, Corinne, de mettre en place des processus industriels fiables et répétitifs. On en aura toujours besoin de cette théorie de la bureaucratie, qui est née dans les années 20. On en parlait, elle aura bientôt un siècle.
Dans les années 60-70, Crozier ne vient pas apporter de réponse, mais il dit on a découvert que le fonctionnement bureaucratique et hiérarchique, avec les règles, les intermédiaires, avec des missions, chacun ayant son segment de fonctionnement, etc., cette économie construite sur la bureaucratie, elle s'oppose au changement et à l'innovation. Ça, on le savait. Batilana, l'année dernière, donc c'est un chercheur de Harvard, une chercheuse de Harvard, ça fait à peu près 5 à 8 ans qu'elle travaille sur ce thème-là, a découvert quelque chose d'un petit peu plus intéressant encore, en tout cas c'est la suite. Elle a réussi à démontrer que lorsqu'il est question d'amener et d'apporter des changements dans les entreprises, moi je travaille beaucoup sur des projets de transformation avec mes clients, quand il est question d'aller piloter du changement ou de la transformation, non seulement on sait que le système hiérarchique n'est pas adapté, mais on sait que c'est le système réseau qui aujourd'hui permet d'apporter du changement. Deux types de réseaux, ce qu'on appelle les cohesive networks et les bridging networks, donc les réseaux cohésifs et les réseaux en pont. Réseau cohésif, c'est nous tous. Si on se connaît un peu, tous les uns les autres, on a plusieurs connexions les uns avec les autres. Les réseaux en pont, c'est peut-être ce que sait bien faire Caroline, elle connaît plein de gens, elle, mais tous on ne se connaît pas encore. Elle est un pont. Si on veut amener des changements violents et forts dans l'organisation, ce sont les réseaux en pont qui permettent de le faire. Réseaux, c'est les êtres humains, bien sûr. Si on veut apporter des transformations plus légères, ce sont les réseaux cohésifs qui le font. Je terminerai sur un point que Marc Halévy, qui est peut-être un philosophe que certains d'entre vous connaissent, si vous êtes à la PM. Marc Halévy est un philosophe et physicien belge, synthétise les choses pas mal, et il nous permet de prendre du recul. L'exceptionnel avantage que possède le système bureaucratique, hein, l'organigramme que vous connaissez tous, c'est qu'en fait, il constitue la plus petite quantité de liens nécessaires pour connecter tous les membres d'une même organisation. Donc ça simplifie nos échanges et notre relation. Le principe du réseau, c'est que le réseau a une capacité à générer la plus grande quantité de relations entre une même quantité d'individus. On est absolument à l'inverse. On retrouve bien les deux genres. Donc je voudrais finir sur finalement ce qu'est le thème d'aujourd'hui. D'abord, le XXe siècle nous a permis de discipliner la productivité, la production, la répétition, la bureaucratie est là, elle restera là et c'est très bien, c'est un magnifique outil. Le défi, à mon avis, qui vous est posé et qui nous est posé, c'est comment demain on fait fonctionner correctement cette seconde jambe de l'innovation, du développement, de la transformation, du changement. Et de toute évidence, les défis qui lui sont posés sont ceux-là. Et l'année dernière, on a travaillé sur l'écosystème et il y a 4 champs de questionnement qui interpellent le talent. Premier point, si on est une entreprise ou un individu, on interagit avec son environnement. Des fournisseurs, des clients, des partenaires, des collègues, etc. Dans la théorie de la bureaucratie, tout est construit sur la régulation. Le talent à réguler. Où allez-vous et comment allez-vous trouver des talents qui vous permettent de vous adapter, non pas de réguler, c'est-à-dire non pas de rigidifier les liens, mais de les transformer. Deuxième chose, ces connexions sont structurées. Le principe même et le talent même d'un manager, c'est la structuration des liens entre les gens. Quand on est face à des problématiques de l'agile, l'enjeu, c'est la collaboration. Je suis désolé de le dire de façon un peu violente et un peu caricaturale, je m'en excuse. La structuration n'a jamais promu la collaboration. On va en débattre un peu plus longuement, mais c'est une erreur de penser cela. Et troisième point, l'individu, il fait quoi? Quand on est dans la bureaucratie, on est dans l'ère qu'on nous on appelle avec des mots très pompeux, je m'en excuse, l'ère post-taylorisme. Le taylorisme, le fordisme. En gros, on ne voyait pas de façon inhumaine les êtres humains, mais on considérait que leur principale valeur c'était d'exécuter. Donc on était dans l'exécution de ce qui avait été défini. Et encore une fois, je m'en excuse, pas dans l'innovation. Quoi qu'en disent certains de mes clients, voilà, innove, l'injonction est souvent paradoxale, je ne peux pas innover, tu me demandes de reporter. Tu me demandes d'exécuter. Donc régulation, structuration, exécution. Ça, c'est les grands principes de la bureaucratie. Ce dont vous êtes en train de parler, aujourd'hui on va en parler, donc moi je suis là pour mieux comprendre grâce à vous, c'est comment demain on va s'adapter, on va collaborer et on va innover. Et la question est posée, moi en termes académiques, j'ai assez peu de réponses aujourd'hui. Voilà ce que je voulais partager avec vous.